Alors, j'ai le plaisir d'appeler, parce que c'est pas le tout maintenant, on vous a dit proximité, on vous a dit commerce et proximité, mais aujourd'hui, il faut raisonner en territoire. Vous avez vu qu'on est en concurrence avec tous les territoires et que véritablement, le club du rez-de-chaussée, commerçants, artisans, prestataires de services, gens du tourisme, c'est ce qui fait qu'on a envie de venir dans une région, d'y vivre, d'y consommer et de s'y faire plaisir, où on se dit les paysages sont pas mal, mais c'est difficile de pouvoir consommer, acheter et se faire plaisir. Alors, commerce, aujourd'hui, au cœur du développement des territoires, j'ai le plaisir d'appeler Laurent Tendard, sous vos applaudissements, hein. Ils peuvent être timides, donc vous les faites venir. Lui, j'ai la chance de le connaître depuis des années, il n'est pas si timide que ça. Et j'appelle Éric Mangin, maire de Crésancy, parce que je vous ai dit qu'il fallait savoir travailler avec ses édiles, et de plus en plus, ça va être le couple infernal, une équipe de commerçants sachant travailler avec ses élus. J'appelle Frédéric Lefebvre, donc le camping La Croix du Vieux-Pont à Berny-Rivière. Philippe, j'appelle Michael Dumont, alors crémier fromager, et je ne vais pas dire où, parce que lui se déplace partout, il couvre tout le territoire. Hein. Il y a des zones où on ne peut pas avoir de commerce permanent, mais on a des néo-sédentaires qui savent venir irriguer. Et puis, il n'y a pas de système chez nous sans qu'on ait des responsables, et j'ai le plaisir d'appeler Frédéric Sapard, chargé de mission commerce, artisanat et tourisme à la Directe. La Directe, donc, c'est la direction qui s'occupe de tout ce qui est commerce, consommation, entreprise et territoire. Voilà. On est tous réunis. Alors, je vais d'abord me tourner vers nos amis. Donc, vous avez créé un nouveau concept coccinelle. Alors, ça m'amuse beaucoup parce que Franck Cap, qui a monté les concepts, c'est des gens que je connais depuis des années. Alors, expliquez-nous comment vous avez fait, pourquoi vous avez décidé de créer un supermarché dans une ville à dimension humaine, je vais le dire comme ça, hein, de façon à dire, voilà, aujourd'hui, comment on fait. Oui, ça marche. Oui. Allez-y, ça fonctionne. Comment j'ai fait? C'est-à-dire que, bon, et voilà, j'ai quand même déjà 27 ans de métier dans la région. Voilà, c'est pour ça qu'on se connaît depuis un moment. Donc, j'ai démarré avec un petit magasin de 50 mètres carrés. Et puis après, donc, il y a à peu près, maintenant, un peu plus de 5 ans, à Coincy, à proximité de Crésancy, j'ai ouvert une supérette de 350 mètres carrés. Et puis auquel, aujourd'hui, il est bien lancé et tout. Et donc, je me suis dit, bon, je suis encore assez loin de l'âge de la retraite. Et puis, après, j'ai entendu parler dans le coin de Crésancy, comme quoi qu'il y avait un centre commercial qui était pour s'ouvrir et tout. Donc, ça datait déjà depuis un certain temps. Et après, ça a été rejeté. Après, c'est revenu. Donc, je suis allé à la mairie. J'ai rencontré M. Mangin. Donc, j'ai proposé ce que je pouvais faire, ce que je pouvais amener dans le village. Je lui ai demandé de venir directement vers mon premier magasin, quoi. Et puis donc, ensemble, on a discuté, on a vu tout ça ensemble. Et puis M. Mangin, en voyant ça, était assez épanoui, on va dire. Puis en même temps, ce que cherchait M. Mangin, c'est quelqu'un qui prenne beaucoup de responsabilités. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai corps à l'agnac pour continuer. Et puis donc là, j'ai ouvert le magasin depuis le mois de février. Aujourd'hui, après 10 mois d'ouverture, par rapport à mon provisionnel, on fait tout, hein, on anime et tout, on fait tout ce qu'il faut. On est à peu près à... Vous êtes en train de vous excuser parce que vous allez me dire que malgré la crise, vous faites plus que prévu. Allez-y, sans complexe. Non, aujourd'hui, à 10 mois d'ouverture, on est à peu près à 80% de notre objectif, quoi, pour une création. 10 mois une création. Voilà. Ouais. Hein, vous voyez, il y a des gens qui me disent c'est pas le moment d'entreprendre. Je rappelle que c'est pendant les crises que se sont faites les grandes fortunes.
et je vous repasse la parole. Alors, disons, bon, tout n'est pas encore gagné. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, sur le plan beaucoup de la communication, quoi qu'on en fait pas mal. Là, actuellement, on arrive en période de fin d'année, donc on a envoyé du courrier à tous les communes aux alentours, en les sollicitant, comme quoi voilà, qu'on était prêt à amener beaucoup de choses au niveau des services, comment on appelle ça avec le CCAS, vous savez, des colis de fin d'année et tout ça. Enfin, on fait sur tous les points, quoi, pour être bien entouré, et puis en même temps au niveau des collectifs, des associations, enfin voilà, quoi, on fait le maximum, quoi. Voilà. Ouais. Et là, on regardait, vous avez développé des rayons. Qu'est-ce que vous nous donnez? Allez, le hit parade des rayons pour nos amis qui sont là. Le hit parade pour attirer le client. Ouais. Qu'est-ce qui en ce moment pour moi, fait que les gens... vous avez un nouveau concept. Oui. Il se trouve que Coccinelle, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps. Quand ils font bouger les choses, c'est pas pour rien. Tout à fait. Qu'est-ce qui bouge en ce moment et qu'est-ce qui marche? Tout à fait. Alors, ce qui marche, ce qu'il faut attaquer, vraiment amener, c'est le rayon frais, quoi, bien sûr. Le rayon fruits et légumes, le rayon crèmerie. Ça, ce sont deux rayons rayons phares, moi je dirais, qui amènent beaucoup justement la clientèle auquel elle est dans la grande distribution et qui vient vers nous en nous disant vous avez des produits, enfin c'est pas pour dire, mais plus frais, plus on peut parler, plus frais et tout, et puis que voilà, puis même en termes de prix, on est quand même une société qu'on n'a pas baissé la tête devant même la concurrence. D'ailleurs, le client nous dit lui-même, nous ne sommes pas les moins chers, nous ne sommes pas les plus chers, on tient bien la route. Nos produits Belle France sont de très bons produits. Et moi, bon, en termes de fruits et légumes, je ne regarde pas à faire des grands panneaux à l'extérieur en mettant deux, trois produits phares pour attirer le client et puis après l'amener à l'intérieur du magasin. Et puis voilà, quoi. Merci. Voilà. Bravo. On va passer... J'ai vu 3 clins d'œil à Monsieur le maire. Alors, il y a quelques fois où on regarde Monsieur le maire en disant bon, là, j'ai senti une certaine complicité. Vous auriez été un petit peu dans le coup de montage de commerce et de décider l'équipement de la commune? Très légèrement. Très légèrement. C'est un projet qui date de nombreuses années déjà. Donc, il a commencé en l'an 2000 à peu près. Donc, pour aboutir en 2010. Alors, vous voyez que ça prend un peu de temps dans le cadre de l'aménagement d'un village qui se situe donc à 7 km de Château-Thierry, donc un village purement rural, qui a vécu des heures de gloire avec Il y a combien d'habitants, monsieur le maire? Il y a 1200 habitants. Voilà. Qui a vécu des heures de gloire avec de grosses entreprises et où le commerce existait ou était florissant. Et dans les années 75 à 85, il a complètement périclité. Donc l'enjeu de la commune, c'était redynamiser le commerce local avec un projet important de recréation d'un nouveau centre-bourg dans lequel s'inscrivaient donc des constructions en partenariat avec du partenariat public-privé, notamment avec un bailleur social marnais, donc le foyer Rémois, qui est venu investir dans un bâtiment et des commerces en rez-de-chaussée. Et la commune qui s'est investie dans tous les aménagements publics aux alentours, de proximité, de façon à ce que sur la partie commerciale, les commerçants en place puissent avoir donc toute l'attractivité possible. Et on a travaillé beaucoup sur l'attractivité, que ce soit en place de stationnement ou qualité des aménagements extérieurs. Donc c'était un grand pari, sur lequel cette construction elle a mis donc un certain temps à se monter, ce qui a permis donc de prendre énormément de contacts. On n'a pas le droit non plus de se rater sur la partie commerciale quand on lance un projet comme celui-ci. Donc en partenariat avec la CCI, il y avait des études sur le territoire qui montraient que nous avions une espèce de langue dans le cadre de la zone de chalandise sur notre territoire, qui dans l'absolu permettait donc du développement commercial sur cette zone. Donc il ne fallait pas se tromper. Donc on a choisi de bons commerçants, de très bons commerçants. On a aussi associé un très bon boulanger, Monsieur Bayot, qui est associé avec un boulanger aussi de Reims, là, Monsieur Zunic, qui est venu donc s'installer sur le secteur. Et tous deux sont de grands animateurs du commerce local. Je leur réserve encore quelques surprises. Je n'en ai pas parlé avec lui, mais je pense qu'une union commerciale serait aussi très intéressante sur l'ensemble du village. Ça, je crois que la Chambre peut vous aider. Ici, ils ont une spécialité, voilà. Et depuis longtemps.
Et puis tout à l'heure, on parlait aussi de communication via le net. Je pense que par une union commerciale aussi, on peut développer ces moyens de communication. Nous ne travaillons pas, nous, dans la concurrence, mais nous travaillons dans l'offre de services au niveau d'un village comme le nôtre. Donc on souhaite à diversifier et offrir un service aussi, comme vous disiez, de proximité à l'ensemble de nos habitants. Et puis, dans le cadre de ces démarches, donc, il sera aussi important que la commune aussi continue à s'engager pour travailler sur les accès et l'attractivité. Donc, on va y mettre aussi une poste communale, donc pour refaire venir des clients et avoir un point banque, un point dépôt. Nous travaillons aussi avec cette même banque pour avoir un distributeur de billets. Et puis est venue s'installer une fleuriste aussi récemment dans ces locaux. Et puis un point aussi d'attractivité sur lequel vous avez parlé. Donc tous les points sont intéressants. Donc un point d'information touristique qui permettra donc aux gens de passage, parce qu'on a 8600, 8700 véhicules jour qui passent sur cette voie, de s'arrêter dans nos commerces, prendre de l'information touristique et puis à l'occasion d'acheter une baguette de pain et d'aller chez Monsieur Tandard acheter à son produit frais, son rayon frais des fruits et légumes et bien d'autres choses. Bravo. On vous parlait de rapprocher l'offre de la demande. Vous voyez qu'avec 1200 habitants, on peut faire du développement économique, qu'on peut limiter l'évasion et faire que les gens aient une offre complète dans une cité à dimension humaine. Alors, on vient de parler de la proximité. Je vais me tourner vers quelqu'un qui, peut-être, fait venir de plus loin. Je vais vous passer la parole. On m'a écrit camping, mais j'ai l'impression que c'est plus qu'un camping. C'est véritablement un centre de loisirs tout à fait complet et sympathique et que vous avez une stratégie pour faire venir d'assez loin des gens qui viennent apporter à votre commune. Bonjour, je me présente, Philippe Lefebvre, donc camping Alors, la Croix du Vieux-Pont à Berny-Rivière, à côté de Vic-sur-Aisne, pas très très loin de Soissons. Si, on peut appeler ça un camping, il n'y a pas de problème. Bon, effectivement, on aurait tendance à affilier ça maintenant à de l'hôtellerie de plein air parce qu'on essaie un petit peu de trancher avec l'image de marque que propage le mot camping. On l'a encore vu hier soir sur nos télés. On ne peut pas dire que ce soit très très glorieux. Donc on essaie de se détacher de tout ça. Enfin bon. De quoi parlons-nous ? Alors, vous nous racontez comment vous avez monté votre concept. Alors, en vrai dire, parce qu'il n'y a pas tellement d'exemples qui vous ressemblent. C'est vrai que c'est un cas un peu à part. Je n'ai pas monté puisque c'est mon père qui a créé ça en 68, à une époque où on ne parlait pas trop de tourisme dans le département. C'était essentiellement la betterave et la pomme de terre, on va dire. Et en fait, donc, il a exploité ça pendant 20 ans. Il l'a créé sans avoir visité de camping, sans même jamais avoir fait de camping. Et je pense qu'il l'a créé un petit peu comme moi à l'heure actuelle, en se disant si un jour je devais faire du camping, je souhaiterais que ce soit comme ça. Voilà. Donc il a fait, dès le départ, il s'est lancé dans cette affaire-là en essayant de miser au maximum sur la qualité. Je pense que c'est également un élément qui prime énormément dans nos régions, et puis dans le commerce en général. Et donc ça lui a valu, dès les années 70, d'être classé 4 étoiles, et notamment premier au guide Michelin en France, ce qui était quand même une performance à Berny-Rivière. Le problème, c'est qu'il a bien fait évoluer son affaire, c'était joli, c'était bien classé, mais ça perdait de l'argent tous les ans. Donc ça, c'était quand même un réel problème. Je suis arrivé en 88, au bout de 20 ans, ayant un peu, on va dire, perdu beaucoup d'argent, et on va dire que ça commençait à poser quelques difficultés. Et je suis arrivé dans cet établissement en me disant, franchement, j'y vais, je vais faire plaisir à mon père, on va voir ce que ça peut donner, mais je pensais qu'au bout d'un an, je ne serais plus là et que ça ne me plairait pas forcément. Il s'est avéré que, contrairement à lui, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait autour de moi. Enfin, il a fallu que j'aille assez loin parce que des campings dans le département, il n'y en avait pas tant que ça.
Et il a bien fallu que je constate qu'il avait quand même créé quelque chose qui sortait de l'ordinaire, mais que malheureusement, il ne s'était pas trop attaché à l'aspect promotionnel, publicité et tout ça. Il avait le savoir-faire, mais le faire savoir, voilà. c'était plus dur. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, en fait, je me suis aperçu qu'il y a des gens à 5 km de là qui ne savaient pas qu'il y avait encore un camping. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, il avait une clientèle à l'époque qui était une clientèle de ce qu'on appelle dans nos régions, parce que c'est essentiellement ça, des résidents, c'est-à-dire des gens qui louaient à l'année et qui venaient le week-end. Or, cette clientèle-là n'était pas très dynamique et en fait, c'est essentiellement pour ça, compte tenu qu'il avait déjà créé des commerces, genre restaurants, tout ça, ça ne fonctionnait pas très fort. Donc moi, en arrivant, je me suis dit, bon, si je dois faire mon trou dans cette affaire, je vais essayer de me tourner vers l'étranger, le tourisme proprement dit, on va dire. Et on verra ce que ça peut donner. Donc j'ai fait une première brochure, la publicité à l'étranger, et il s'est avéré qu'a priori il y avait un retour positif et qu'on pouvait un peu creuser la question. Là-dessus, j'ai réussi à contacter un premier Théo qui est venu chez moi. Alors les Théo... Tour opérateur. Tour opérateur, oui, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas. Les Théo, ça consiste, en fait, ce sont des sociétés étrangères qui louent des emplacements, des paquets d'emplacements, qui installent leur propre matériel et qui vendent des séjours en Angleterre, enfin en Europe en règle générale, à des gens qui savent qu'ils ont tel et tel point de chute dans un standing à peu près homogène. Donc ça a eu le gros avantage, c'est de me permettre de me développer, surtout de rassurer les banquiers qui en avaient grand besoin à l'époque, et de pouvoir monter des prévisionnels qui tenaient à peu près la route. Et donc la contrepartie, c'est qu'il fallait que j'investisse énormément pour continuer à conserver ces Théo et essayer d'en attraper davantage. Donc ça m'a un petit peu projeté dans une fuite en avant au niveau investissement. Et puis il a fallu que je crée d'autres commerces, qu'on crée des structures aquatiques, enfin tout un tas de choses qui donnent un peu envie aux étrangers de venir chez nous, quoi. Sans compter qu'à l'époque, le département de l'Aisne n'était quand même pas très connu des étrangers, il faut reconnaître. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous donner une idée de la composition de votre clientèle ? Elle est à 98% étrangère, 70% anglo-saxonne, et puis ensuite hollandais, belge, allemand, danois, polonais. Voilà, essentiellement l'Europe du Nord, quoi. Donc en fait, vous êtes un exportateur, mais à l'envers, parce que vous faites venir les gens qui viennent dépenser en France. On peut dire ça, oui. C'est vrai que j'aurais pas imaginé faire ça à l'époque. Oui. Il faut reconnaître aussi quand même que Euro Disney a bien aidé dans ce domaine. Parce que je suis à 1h10 de Disney. Et en fait, à l'époque de l'ouverture de Disney, j'étais la seule structure de ce standing à être à proximité de Disney, on va dire. Voilà. Vous avez Astérix d'un côté, Disney de l'autre. Et vous au centre. Ouais. Pas tout à fait, mais bon, on est à proximité de Paris, Disney, Astérix, effectivement. Et donc, vous pensez que actuellement, l'Europe du Nord, vous l'avez choisi parce que ce sont les gens qui sont le plus à l'abri de la crise, ou parce que ce sont les gens qui ne détestent pas du tout votre climat ? Il y a l'aspect climatique qui entre en jeu, mais il y a surtout que pour nous, faire remonter des gens du Sud, c'est pas facile quand même, parce on n'est quand même pas sûr et certain de passer une semaine sans pluie. Et effectivement, on a une population là en Europe du Nord qui descend généralement vers le sud et qui transite par nos départements. Donc ça semblait tout indiquer. Et actuellement, vos banquiers dorment bien ? Ils dormaient pas trop mal jusqu'à l'année dernière, mais là, comme cette année, je réinvestis énormément, j'ai eu j'ai dû leur faire peur. Le sommeil ne vient pas de la crise, mais du pas de plus que vous faites vers le qualitatif et développement. Cette année, c'est plutôt ça, oui, effectivement. Donc, à l'année prochaine, pour voir les résultats de l'investissement, ce sera trop tôt ? Je pense qu'on pourra le constater dès l'an prochain. Ouais. Non, c'est assez rapide, généralement. Et je ne vous sens pas très tendu. Oui, ça, c'est autre chose. Eh bien, vous le dissimulez bien. Et en tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est une brillante réussite. Bravo. Merci beaucoup. Alors, on a vu que développer un territoire, c'était le satisfaire. 2, faire venir de loin des gens qui vont avoir envie de profiter de la qualité de la vie du cru. Maintenant, je vais me tourner vers quelqu'un qui irrigue le territoire. Les fromages viennent jusqu'à vous sans qu'on soit obligé d'attendre qu'ils coulent. Oui, tout à fait.
Alors moi c'est Michael Dumont, je suis commerçant non sédentaire en crèmerie fromagerie. Donc j'habite à Beaurevoir et voilà, j'ai un camion magasin et je tourne dans tous les villages aux alentours. Donc et j'ai une autre forme de commerce, je fais les marchés également. Donc je suis sur le marché de Saint-Quentin et également d'autres petits marchés en campagne. Alors, qu'est-ce que vous apportez en campagne? Eh ben, j'apporte du commerce de proximité, hein, parce que malheureusement, les commerces ils désertifient un petit peu, et donc j'essaye d'apporter tout ce qu'il faut, au moins dans mon domaine, quoi, en crèmerie fromagerie. Hein. Oui. Et actuellement, vous avez une clientèle très fidèle? Oui, j'ai une clientèle très fidèle, oui. En pleine crise, donc vous êtes tranquille, ils ne cèdent pas au chant des sirènes alentours? Non, mais c'est-à-dire que c'est moi qui me rends à leur domicile également, donc ils ont juste à franchir le seuil de leur porte. Alors, qu'est-ce qui est important dans une tournée? C'est d'être à l'heure, c'est des jours fixes, enfin, racontez-nous comment on calcule une tournée. Eh ben oui, tout à fait, il faut être à l'heure, hein, on est attendu, hein, on n'a pas le droit à plus d'un quart d'heure de retard, et, et on est attendu de pied ferme, hein, devant le domicile du client. Une question, est-ce qu'ils vous demandent des services complémentaires qui sont peut-être pas tout à fait de la crèmerie? Oui, tout à fait. J'ai développé un petit rayon épicerie, donc au sein du camion, la boîte de conserve, le paquet de café qui manque jusqu'aux prochaines courses, quoi. Ouais. Et alors sur les marchés, est-ce que vous faites une grosse différence entre votre clientèle que vous allez visiter et celle que vous faites venir sur vos marchés? Sur les marchés, la clientèle est plus jeune. Donc c'est les gens qui viennent faire leurs achats quotidiens, quoi, ou hebdomadaires. Et quels sont les jours où vous ne faites pas de tournée, où vous faites des marchés? Eh ben, en fait, le matin, je suis sur le marché et l'après-midi, avec le camion magasin, donc je tourne. Et vous êtes quand aux 35 heures? J'y suis aux 35 heures, mais x2. Hein, parce que vous vous levez de bonne heure pour être sur les marchés. Ah oui, tout à fait. Et vous tournez l'après-midi? Et je tourne l'après-midi, je rentre chez moi vers 20h. Donc vous avez appris à dormir vite? Oui. À récupérer vite. Et actuellement, est-ce que vous ressentez la crise? Ou est-ce que vous dites, quand on a une vraie offre, on passe à travers les gouttes? Il faut essayer de se démarquer par des produits de qualité, par du service, par du contact. Mais sinon, la crise, malgré tout, on en parle quand même, mais bon, on essaye d'y faire face, quoi. Alors, je pose une question indiscrète. J'ai pas vu le logo Les Marchés de France sur le camion. Ah non, tout à fait. Mais ça va venir. J'étais avec eux hier, samedi, on animait le marché à Marceau à Colombes. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Effectivement, donc... Faudrait que je me rapproche, oui, du syndicat des marchés de France. Je ne fais pas une pub spéciale pour le marché, mais je me disais, ils ont une communication de plus en plus forte et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin, alors sans qu'il y ait de monopole, d'avoir une communication très forte. Tout à l'heure, on nous rappelait que le savoir-faire, s'il n'y avait pas de faire savoir, ça pouvait apporter des lieux magnifiques, mais peut-être pas la rentabilité qui va avec. Alors que si on fait une communication très très forte à la fois sur les gens qui font les tournées et sur les gens qui font les marchés, on a toute une clientèle de gens qui sont ravis de venir vers des gens comme vous. Alors, quelle est votre spécialité en fromage? J'essaye de travailler les produits locaux, hein, le maroilles, le rouleau, la boulette d'Avenne, voilà, quoi, des produits bien de chez nous. Voilà. Alors, on l'applaudit bien fort. Vous m'avez donné faim avant le buffet. Donc, je me tourne maintenant vers notre ami de la Directe. Alors, quand on voit des gens aussi dynamiques et performants, quand on voit l'importance qu'a le commerce aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, je me tourne vers l'administration. Et que peut-on faire
pour des gens dynamiques. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, les aider? Quel est votre métier? Alors, je pense que tout le monde ici présent connaît maintenant la Direct. Non, j'en suis pas sûr. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est une direction qui regroupe différents services de l'État qui œuvrent pour le développement économique au sens large. Et je voulais rappeler, Monsieur Pinson, pourquoi les projets qui nous ont été présentés, que ce soit les projets à Crésancy, le camping de la Croix-du-Vieux-Pont ou Monsieur Tandard, ont été accompagnés aussi bien par l'État directement ou par les fonds européens. Ce n'est pas uniquement parce que les agents de l'État sont gentils, même si nous le sommes, mais c'est parce que nous y trouvions notre intérêt. Parce que les politiques publiques décident de maintenir une vie sur les territoires. Et qui sont les acteurs les mieux placés pour maintenir sur l'ensemble du territoire une activité économique et créer du lien social? Eh bien, ce sont les commerçants, les entreprises de proximité, y compris les entreprises de tourisme. Et je voulais aussi insister sur des notions qui ont été abordées par M. Tandard et par M. Dumont. La notion de service. On en est vraiment là. Il faut identifier le besoin du consommateur, l'anticiper, et c'est parce qu'ils ont su nous convaincre que leur projet répondait à un besoin, avait une utilité pour les territoires où ils allaient s'implanter, que nous avons décidé de les accompagner. Vraiment anticiper les besoins. Ce n'est pas le plus facile, mais là nous avons des exemples de gens qui ont su le faire et même qui ont su innover, parce que l'innovation n'est pas uniquement réservée aux entreprises de nouvelles technologies et l'économie française ne se résume pas uniquement aux grands groupes. L'innovation, on la trouve aussi dans les entreprises de tourisme. Et là, je profite de la présence de M. Lefebvre avec nous, parce que je sais, c'est vraiment l'entrepreneur avec un grand E, et qui est toujours en avance d'une idée. Et entre autres, il anticipe de nouvelles demandes. Et je sais que M. Lefebvre a un projet, entre autres. Il a pensé à une catégorie de personnes bien particulières qui actuellement ne peut pas partir en vacances, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas d'équipement adapté pour la recevoir. Ce sont les personnes dialysées. À partir du moment où une personne a son traitement, elle peut partir en vacances comme vous et moi. L'ennui, c'est qu'elle trouve très peu d'endroits adaptés. Et je sais que M. Lefebvre a un projet dans ce sens. Et c'est ce genre d'initiative. C'est un M. Dumont qui va au-devant des gens qui ne se déplacent pas forcément parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est avec un M. Tandard qui offre toutes les références dont on peut avoir besoin au quotidien. C'est un M. Lefebvre qui n'a pas attendu un Pierre et Vacances ou un Center Park pour proposer des équipements de très haute qualité. Ces gens-là, ce sont les plus à même d'être accompagnés. Effectivement, vous savez comme moi que les temps sont difficiles et que les crédits publics se réduisent. Mais dans cette période difficile, je dirais qu'il faut faire plus que jamais preuve d'excellence. Et ce sont les projets qui ont su démontrer vraiment leur utilité sur les territoires qui seront le plus à même de convaincre les financeurs publics le cas échéant et surtout les établissements bancaires. Et les projets européens, vous dites, vous arrivez à faire remonter des dossiers. Vous faites comment avec la Chambre, avec le système? Vous faites comment pour qu'un dossier aboutisse? Effectivement, en ce qui concerne les projets commerce-artisanat, le réseau consulaire est pour nous indispensable. Bon, le service tourisme commerce artisanal à direct, c'est 3 personnes et je suis le seul chargé de mission. Donc les 3 départements, ça ferait un petit peu trop pour moi. Donc je dirais que les chambres consulaires, je travaille étroitement avec les agents des CCI et des CMA, ils identifient les projets, ils me les font remonter. Et ensemble, nous accompagnons le porteur, les chambres consulaires l'aident à déposer son dossier, nous avons des échanges réguliers. Lorsque le dossier est prêt, je l'oriente soit vers les aides de l'État, soit le cas échéant vers les aides européennes. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec nos partenaires des conseils généraux et du conseil régional. Et nous sommes à même, en fonction des dispositifs qui existent, d'orienter au mieux le projet. Alors je vais vous poser une question, parce qu'on me reprocherait de ne pas l'avoir posée, mais je connais un peu la réponse. Où en est le FISAC? Est-ce que vous pouvez me le dire en 2 mots, comme le fait Sylvia Pinel, notre ministre? Parce que sinon, il serait frustré, puis il vous poserait tous la question derrière. Alors, on va le faire. Alors, le fameux FISAC, qui a maintenant 23 ans, mine de rien, ce dispositif. Alors, où en est-il? Il est victime de son succès, surtout dans cette période de raréfaction des crédits publics, quels qu'ils soient.
La ministre, Madame Pinel, a rappelé qu'elle était très attachée à ce dispositif, donc il devrait se maintenir. Mais je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous effrayer un peu. 1600 dossiers en attente actuellement, qui représentent une demande de 60 millions d'euros. Et puis l'enveloppe 2013 de FISAC devrait être d'un petit peu plus de 30 millions d'euros. Vous avez une chance sur deux, pardon. C'est surtout que les arbitrages sont encore en cours, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que par rapport à ce succès du dispositif et tous ces dossiers en attente, actuellement nous sommes à plus d'un an entre le moment où un porteur de projet dépose sa demande et celui où il y a la réponse de la ministre. Merci. Je vais vous demander tous, brièvement, un petit mot de conseil à nos amis. Puisque développement du territoire, qu'est-ce qui vous paraît essentiel, monsieur le maire? En pleine crise, développement du territoire. Conserver son dynamisme et puis rendre service à la proximité. Rendre service aux gens sur la proximité. Je pense que ce sont deux maillons importants pour fidéliser, renforcer son attractivité commerciale et puis assurer aux gens vraiment ce service dont ils ont besoin. Laurent Tendard. En complément, moi je dirais, alors, de ce que M. Mangin vient de dire, et en plus, animons nos magasins, soit par les tracts, soit par les pancartes, soit et puis bon, après, convivialité, service, et puis voilà, quoi. Merci. Philippe Lefebvre, alors, on a dévoilé de vos projets. Donc vous ciblez même des clientèles atypiques. Oui, enfin ça c'était un projet de longue date. Effectivement, j'avais été sensibilisé par un de mes clients il y a quelques années et je souhaitais pouvoir rendre accessible l'établissement à cette clientèle-là. Il y a un retour bizarre. Là, vous voyez, ils vous font parler dans une cathédrale. Dès qu'on parle de dialyse. Voilà. Bon, plus généralement, ce qu'il faut effectivement, c'est garder son dynamisme, innover et surtout essayer de se mettre constamment à la place du client. Je crois que c'est le plus simple. Très bien. Voilà. Oui, alors moi, je pense pareil qu'il faut garder son dynamisme, surtout travailler la qualité, le service, et puis essayer de faire face à toutes les nouvelles formes de commerce, le drive, le e-commerce, et essayer quand même de garder un petit côté traditionnel aux magasins et aux petites enseignes. Oui, un petit mot. Oui, chippez-lui son micro, parce que j'ai l'impression que le vôtre, il a... À mon avis, c'est la pile. J'ajouterais également, voilà, pour ceux qui doivent notamment bâtir, ne pas se décourager vis-à-vis par rapport à l'administration, pour tout ce qui est forme de permis de construire et autres, qui tardent un peu à venir, ce genre de choses, quoi. Donc, restez bien motivés par rapport à tout ça. Juste avant que je lui passe la parole, donc, vous, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à tous les gens qui vous entourent? Je vais simplement rappeler une évidence. Lorsqu'un projet est bon, et quel que soit le contexte économique, il pourra marcher. Surtout en partant du principe que les clients des commerces, ce sont les ménages, et crise ou pas, les ménages, il faut qu'ils consomment. Donc, vraiment sur les bons projets, et M. Tendard en est un exemple, les bons projets s'en sortent, quel que soit le contexte. Merci. On peut les applaudir. On a vu des antidotes à la crise et vous savez que maintenant, on a réuni 4 grands chefs parce qu'on va avoir animé par les restaurateurs de France, l'association régionale des restaurateurs. Je le prends, je le pose, je le trie et je recommence. On va avoir 4 restaurateurs de l'association régionale des restaurateurs de France. J'appelle Thierry Chevalier, restaurant Le Jardin à Neuchâtel. On peut l'applaudir. Sébastien Monat, restaurant La Coriandre au Catelet. Franck Dumoulin, domaine de Barive à Sainte-Preuve. Jean-François Hénon, auberge de l'Ermitage à Saint-Quentin.
Et ils vont vous animer un sujet passionnant, les 15 minutes de pause buffet, sachant que le cocktail, ce sera à la fin. Mais 15 minutes de pause avec nos amis restaurateurs.